Donc, bilan de base d'un érythème noueux, bilan inflammatoire, écarter la tuberculose, le streptocoque, mais aussi des coprocultures, vous savez, le Yersinia et le Campylobacter qui peuvent donner des érythèmes noueux. Et si ça n'avait pas été un Crohn, envoyé chez le rhumatopédiatre, ça peut être une sarcoïdose. Et donc là, on complète par une enzyme de conversion de l'angiotensine et la vitamine D2, D3, radiothorax et examen ophtalmo à la recherche d'une uvéite granulomateuse intermédiaire. Ça peut être aussi un B7 et on peut compléter par un HLA-B51, un lupus également, quoique l'érythème noueux est rare dans le lupus, ou une périartérite noueuse. Et là, c'est un érythème noueux qui est extrêmement douloureux, plus que dans les autres contextes. Et le diagnostic se fera sur une biopsie cutanée qui montrera une vascularite leucocytoclasique au niveau de la partie musculaire muqueuse de la biopsie. Donc érythème noueux, petit algorithme, écarter l'origine streptococcique, l'origine tuberculeuse, les infections type Campylobacter et autres, et ensuite, je vous suggère de l'envoyer chez le rhumatopédiatre. Cas clinique 6, Yessine, 4 mois, admis pour maladie de Kawasaki. C'est un malade très récent de juillet 2022. Donc, première hospitalisation, d'emblée, il a une atteinte coronaire sévère. Il a une dilatation de l'artère coronaire gauche, de l'artère coronaire droite et un anévrisme de l'interventriculaire antérieur. On le traite d'emblée par immunoglobuline intraveineuse de grammes kilo, comme ce qu'on fait classiquement, et on y associe du solumédrol 2 mg kg jour et de l'aspirine à dose antiagrégante. Ce sont les dernières recommandations chez les jeunes nourrissons. Donc il a été traité à J8 du début de la fièvre. On a obtenu une apérexie après 24 heures de la perfusion d'immunoglobuline. Tout va bien, on le fait sortir sous traitement et on le reconvoque pour contrôle du bilan inflammatoire et de l'écho-cœur. Et là, il y a toujours un syndrome inflammatoire bien qu'atténué et une aggravation de son anévrisme. Donc là, on s'inquiète un peu du pronostic cardiaque. On est à J21, on passe une deuxième perfusion d'immunoglobuline. On renforce par 3 bolus de méthylpred et on prend le relais par une corticothérapie Péros et de l'aspirine en attendant de pouvoir le mettre sous AVK à dose correcte. Nous n'avons pas au Maroc de mini-Syntron, donc on a fait demander ça de France. Donc on l'hospitalise une semaine plus tard parce qu'on est quand même inquiet, il s'aggrave. Et là, on fait une écho-cœur et un bilan inflammatoire. Le bilan inflammatoire est normal et il y a une régression totale des dilatations coronaires droite et gauche. Par contre, il y a une persistance de l'anévrisme de l'interventriculaire antérieur. Et comme on est toujours inquiet pour lui, on décide encore de renforcer, de donner un traitement encore plus anti-inflammatoire. On passe aux anti-élins, l'anakinra, 5 mg kg jour. Et on a reçu le mini-Syntron qu'on a démarré. Et donc là, on a un recul de 3 semaines et il est prévu qu'on l'hospitalise la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est. Donc la question, c'est quand faire appel au rhumatopédiatre dans la maladie de Kawasaki, car la maladie de Kawasaki, tous les pédiatres connaissent très bien. Donc je dirais, quand vous avez une maladie de Kawasaki résistante, vous savez que 10 à 20% des Kawasaki sont résistants. Et la définition de la résistance, c'est la persistance de la fièvre après 48 heures de la première perfusion d'immunoglobuline. Dans le cas de maladie de Kawasaki, compliquée d'activation macrophagique. Dans les cas de Kawasaki Shock Syndrome, et c'est une entité un peu particulière, c'est un Kawasaki très sévère, qui associe une défaillance cardiaque liée à une myocardite, et puis une défaillance multiviscérale, et en particulier au niveau du rein par hypoperfusion rénale. Également quand vous avez de l'anévrisme coronaire, parce que parfois il y a des choses à rajouter ou quoi, et puis il y a un score qu'on appelle le score de Kobayashi, qui est un score pronostique, et qui va reposer sur 7 variables. Pour ceux qui sont intéressés, on va avoir un congrès de rhumatologie pédiatrique qui vous en parlera très en détail. Donc là, quelques petites images. Quel est votre diagnostic? Je crois que tout le monde sait. C'est un purpura rhumatoïde. Ça, on sait que tout le monde sait. Mais en fait, l'intérêt, c'est quand adresser un purpura rhumatoïde au rhumatologue pédiatre. Donc, quand vous avez une atteinte digestive réfractaire, vous avez initié un jeûne prolongé, ça ne marche pas. Vous avez mis des corticoïdes et ça ne marche pas. Quand vous avez une atteinte rénale sévère, c'est-à-dire de l'insuffisance rénale organique, vous avez essayé de réhydrater, etc., vous avez toujours des chiffres de créate élevés. Un syndrome néphrotique, une hématurie macroscopique. Sachez que l'hématurie microscopique fait quasiment partie intégrante du purpura rhumatoïde. Et quand vous avez une protéinurie, quelle que soit sa sévérité, minime, modérée ou bien sûr massive.
Également, dans les situations où vous avez de l'œdème du scalp ou de l'orchite, ça veut dire qu'on est dans une forme sévère et que peut-être qu'on va avoir besoin d'un traitement immunosuppresseur associé aussi aux corticoïdes. Quand vous avez une atteinte myogène, des myalgies, de la myosite, en fait, quand vous avez ce type de symptômes, il faut penser à une association avec la fièvre méditerranéenne familiale. La fièvre méditerranéenne familiale est une maladie qui s'associe beaucoup au purpura rhumatoïde et qui est un terrain génétique propice à développer une vascularite IgA. Et quand vous avez également un syndrome inflammatoire biologique sévère, le purpura rhumatoïde est une vascularite certes, mais en général ce n'est pas très inflammatoire. Donc là, votre diagnostic, lupus, très bien. Vous voyez que ce n'est pas toujours la même chose. Là aussi, c'est lupus. Et là, c'est lupus inaugural avec syndrome néphrotique, avec néphropathie lupique. Et donc, vous avez et les œdèmes et les lésions cutanées. Et c'est la même petite fille qui, après 3 mois, voilà, était un petit peu mieux. Donc, j'insiste sur le lupus. Vous reconnaissez le lupus, vous pouvez le dépister. Par contre, s'il vous plaît, il ne faut pas bidouiller dans le lupus. Pas de corticoïdes, adressez-le rapidement, parce que c'est une maladie chronique, c'est une maladie sérieuse, c'est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital par le biais de ses complications, l'activation macrophagique, le syndrome des antiphospholipides, et qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel par le biais de l'atteinte rénale. Alors nous, on a des difficultés à les traiter, systématiquement, quand on a des soucis, on voit avec les équipes adultes. Donc je pense que vraiment c'est des malades sérieux avec des évolutions imprévisibles. Il faut rapidement les faire acheminer sur des équipes qui ont l'habitude de gérer ça. Alors je suis presque à la fin. Là on va aller sur la petite Hafsa qui a 2 ans, qui a été admise pour une boiterie droite qui évolue depuis 3 semaines. À l'anamnèse on retrouve une notion de raideur matinale. À l'examen elle est plutôt apyrétique. Elle a une monarthrite du genou droit finalement apyrétique qui évolue depuis 3 semaines. Donc, on pense que c'est probablement pas une arthrite septique. Bien sûr, il faut toujours écarter l'arthrite septique. Normal, on a une CRP légèrement élevée, une VS à 35. On pense à l'AG oligo-articulaire, on demande dans ce sens des anticorps antinucléaires qui sont franchement positifs à 1/640 et une échographie articulaire, beaucoup mieux que la radio qui va montrer votre épanchement. On conclut qu'il s'agit d'une AG oligo-articulaire. On donne des INS. À cet âge, on donne l'ibuprofène, ça marche très bien, à double dose, 4 semaines, et on voit ce que ça donne. Donc, après 4 semaines, cette petite avait toujours son arthrite. On décide de l'infiltrer aux corticoïdes. Ça marche très bien. Et on la revoit 3 mois plus tard. Malheureusement, elle récidive, elle fait une récidive de son arthrite. Et en plus de son arthrite, elle développe une uvéite. Donc en fait, ces malades qui ont des AG oligo-articulaires antinucléaires positifs sont des malades qui sont susceptibles de développer des uvéites. Le problème d'uvéites, ce sont des uvéites sournoises qui ne sont pas forcément symptomatiques, mais qui peuvent être potentiellement cécitantes. Donc en fait, pensez à demander cet examen ophtalmo et insister dès l'admission auprès des parents qui ne comprennent pas très bien le lien entre l'articulaire et l'œil. Et chez cette patiente, donc, on a mis du méthotrexate, immunomodulateur qui gère aussi bien la maladie articulaire que l'inflammation de l'œil. Moi, je dirais que le mieux, c'est d'adresser le patient à cette étape-là. Vous avez donné des INS pendant 4 semaines, ça n'a pas marché. Ne donnez pas de corticoïdes parce que chez ces malades, on peut très bien gérer sans corticoïdes. Adressez-le au rhumatopédiatre ou alors mettez du méthotrexate. C'est un médicament qui est facile à prescrire et qui est très bien supporté. Donc là, je crois que c'est mon dernier cas, c'est Jeanne Netz, qui est venue en plein Covid, c'était en mai 2021. Vous voyez, elle était handicapée dans son lit, elle ne bougeait pas. Elle a une arthrite des genoux, comme vous pouvez le voir. Alors, elle avait les mains, regardez, des flessomes au niveau des petits doigts, elle ne pouvait même pas manger toute seule, les poignets. Et là, c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle va pouvoir passer. Là, c'est déjà 3-4 semaines après qu'on ait initié le traitement. Vous voyez comme elle a du mal à marcher, elle boite. Alors, c'est toujours la même petite fille, on a l'impression que c'est une autre fille. Elle a commencé à manger, elle a pris du poids. Elle a fait disparaître ses arthrites. Et regardez là. Et là, c'est un petit témoignage de la maman. Mais on n'entend pas le son, c'est dommage.
Bon, je vais passer parce qu'on n'entend pas le son de toutes les manières. Donc, pour finir, je dirais que chaque fois que vous avez un syndrome inflammatoire persistant et inexpliqué, j'entends, vous avez écarté les causes infectieuses, la néoplasie, et que vous n'arrivez pas à avoir de diagnostic, envoyez-le, on peut essayer de trouver un diagnostic. Ça ne marche pas tous les coups, mais bon, on fait au mieux. Donc voilà, et pour conclure, en fait, la rhumatologie pédiatrique, les pédiatres trouvent ça toujours très compliqué. Pourquoi? Parce que par certains aspects, c'est de la médecine interne pure, et je dirais c'est surtout l'aspect thérapeutique. Mais moi, je pense que vraiment, bon, c'est parti. Que le pédiatre est le praticien le mieux placé pour faire de la rhumatologie pédiatrique, parce qu'il connaît très bien l'enfant, les spécificités de l'enfant, la relation triangulaire entre l'enfant, le parent et le médecin, et que ce sont des maladies chroniques. Il faut savoir échanger avec le parent, parce qu'il n'y aura pas d'observance thérapeutique si on ne sait pas échanger avec le parent et le convaincre. Et puis, il connaît aussi tous les diagnostics différentiels que les internistes adultes ne connaissent pas. Donc, ce serait vraiment magnifique que les pédiatres s'intéressent à la rhumatologie pédiatrique. Et pour finir, je vous invite à la première édition du congrès marocain de rhumatologie et médecine interne pédiatrique qui aura lieu le week-end du 14-15 octobre à Casablanca. Et j'espère que vous serez nombreux à ce congrès. C'est grâce à vous qu'on pourra avoir un succès de notre congrès. Et merci beaucoup. Merci, professeur Boyed, pour cette excellente présentation des cas cliniques de notre contexte pratique avec des messages clairs. Si on peut prendre une question ou une remarque ou un commentaire, on peut prendre deux. Une question, un commentaire, une remarque. Oui, professeur, invite. Je vous félicite, Madame Boyed. Il n'y a pas uniquement le fait d'adresser, c'est-à-dire quelqu'un dans son cabinet, il a un cas, il le gère, et à un certain moment, il l'adresse chez le rhumatopédiatre. Et on sait que les rhumatopédiatres, il n'y en a que quelques-uns dans tout le Maroc. Donc vous n'avez pas un cabinet, vous n'avez pas où consulter pour qu'on puisse vous adresser ces enfants-là. Sinon, il faut les adresser dans un service hospitalier. Moi, ce que je demande, par contre, quand ces enfants sont hospitalisés dans des cliniques, il faut tout de suite appeler le rhumatopédiatre s'il s'agit d'un problème, on peut dire infectieux ou pas infectieux, néoplasique ou peut-être rhumatologique. À ce moment-là, on gère ensemble. Absolument. C'est à ce moment-là qu'on commence à coopérer. Et c'est ce qu'on fait, Madame Boyed. Absolument. Donc, il n'y a pas que consultation pour une consultation. Il y a la gestion de la problématique ensemble, quel que soit le service. Donc si c'est l'hôpital, c'est l'hôpital. Si c'est une clinique privée, donc c'est dans une clinique privée. Je voulais ajouter ce détail, si vous le permettez. Oui. Merci, professeur Avid.